En réalité, je rentrais les jours même où le nuage traversait, paraît-il, le Tessin, le sud de la Suisse, où je travaillais à la télévision de Lugano, de langue italienne, suisse de langue italienne. Je rentrais avec des collègues d'Israël, où nous avions filmé les frontières d'Israël pour un documentaire pour la télévision suisse italienne. Et justement, ces jours-là, il pleuvait sur le Tessin et, paraît-il, des contaminations sont retombées sur le canton du Tessin à cause de Tchernobyl. C'était donc peu de jours après la catastrophe. Personnellement, je ne connaissais rien du nucléaire. Je ne suis ni médecin ni scientifique. Je suis journaliste. J'ai eu la chance de travailler à la télévision de Lugano parce qu'il y avait à l'époque une bonne équipe de réalisateurs où nous nous étions spécialisés dans des documentaires d'approfondissement. Dans notre petite, mais du point de vue de la population desservie, télévision, nous nous étions spécialisés dans les documentaires d'approfondissement. Ça, c'était une chance. Ce qui a fait l'intérêt des enquêtes que j'ai faites par la suite sur Tchernobyl. En 1990, 5 ans après, pratiquement pour l'année suivante, la télévision voulait faire l'état des lieux. Qu'en est-il dans les territoires de Tchernobyl? Et donc c'était mon premier documentaire, comme j'ai dit, totalement ignorant de toute la thématique, et du nucléaire, et de la santé par rapport aux irradiations. J'y suis allé avec un groupe de journalistes et de politiciens suisses en été 90, qui préparait le référendum qui devait avoir lieu en automne sur un moratoire de la construction de centrales en Suisse. Ce qui m'a permis, pendant le voyage, et en participant avec ce groupe aux rencontres que nous avions, d'apprendre énormément de choses pour la première fois de mon existence. Je ne connaissais rien. C'est un exemple d'ailleurs, à mon sens, grâce au métier que je fais, du fait que ce n'est pas inaccessible pour des gens, citoyens, pas experts, qui veulent s'informer et comprendre de quoi il en retourne. Parce qu'il y a une espèce de barrage invisible entre les experts et la population ignorante qui doit se faire confiance toujours et seulement aux experts. C'est là où, pour la première fois, nous avons aperçu, à cause du fait que c'était l'Union soviétique, qu'il y avait un énorme blackout, un filtrage, même si c'était déjà la perestroïka de Gorbatchev, sur le thème du nucléaire. Je n'avais pas encore la perception du contrôle international sur le phénomène des irradiations à cause de l'accident et la santé humaine. Peu à peu, ça a émergé. Et il y a eu un long intervalle entre ce premier voyage et le suivant, qui en 1999, où j'ai rencontré pour la première fois le professeur Nesterenko, qui au moment de mon premier voyage commençait seulement lui aussi à s'intéresser à l'aspect humain et sanitaire de la catastrophe, parce qu'avant il n'était que physicien de très haut niveau qui construisait des centrales, qui a conçu et a construit une centrale mobile qui pouvait être transportée par hélicoptère, centrale atomique, pour le lancement des fusées pendant la guerre froide. Les Américains avaient des sous-marins
qui était beaucoup plus difficilement ciblable par une attaque, alors que les soviétiques avaient des silos fixes. Et donc ils les ont mis sur des énormes transporteurs. On a vu certaines images dans des films documentaires à travers la Sibérie de transport de ces fusées. Il s'agissait d'avoir une énergie de lancement initiale, et c'est le projet de Nesterenko parmi 7 qui ont été présentés qui a été choisi parce que c'était le plus léger, le plus performant. Au moment de l'accident, il était arrivé pratiquement à pouvoir être mis en fonction. Nesterenko a tout abandonné et a lancé tout son personnel dans les territoires contaminés pour mesurer la contamination provoquée par l'accident de Tchernobyl. Avec le nom Ethos, était dans des villages qui étaient suivis déjà depuis quelques années par l'Institut Belrad, que Nesterenko, qui a quitté l'Institut de l'Académie des sciences du Bélarus, Institut d'énergie nucléaire, dont il était le directeur. Vu qu'il a tout de suite demandé l'évacuation des populations à 100 km autour de la centrale, il est entré en conflit avec le Kremlin, avec les pouvoirs, les différents niveaux des pouvoirs soviétiques. Il a été mis sous procès, le KGB s'est occupé sérieusement de lui, etc. Il a traversé une période très difficile parce qu'il a choisi nettement à ce niveau-là, c'était une espèce de révolution morale et intellectuelle dans ce scientifique qui était solidaire du peuple, qui était victime. Il était compétent en radioprotection et il a considéré que vu qu'il a eu la chance, grâce à son grand talent de mathématicien, de faire une montée verticale dans les niveaux de science, grâce au peuple, qui finance pratiquement, comme toujours et partout, les choix des gouvernements, il a eu cette brillante carrière. Il considérait qu'il devrait rendre à ce peuple une protection grâce à la compétence qu'il a acquis grâce à ce peuple. Et donc, quand je l'ai rencontré pour la première fois en 1999, j'ai appris énormément de choses de lui et j'ai entendu parler de Français, Ethos, qui s'occupait de recueillir les données que lui avait. Il avait créé 370 centres de contrôle de la contamination des aliments dans les villages les plus contaminés des territoires de Bélarus par la catastrophe. Et il a formé des intellectuels locaux, c'est-à-dire les directeurs d'école, les infirmières, les médecins des villages dans les territoires contaminés pour savoir se mesurer avec des instruments qu'il leur fournissait les aliments, de façon à informer la population d'éviter certains territoires et d'éviter certains produits alimentaires qui étaient dangereux par le niveau de contamination. Le groupe d'Ethos est intervenu dans ces territoires. Ils se sont allés dans un des villages de Nesterenko et lui ont pris toutes les données qu'il avait recueillies de mesures sur la contamination des aliments et des populations. L'infirmière qui était responsable du centre de contrôle des aliments dans ce village, Olmani, a demandé à Nesterenko est-ce qu'elle pouvait le leur donner. Il a dit évidemment, c'est fait pour que ce soit connu par tous. Et ils ont pris ça gratuitement. Ils n'ont pas
comment dire, subvenu au travail supplémentaire qu'il demandait à cette infirmière qui s'occupait de leur donner les données qu'il recueillait. Et ils se sont pratiquement formés à la radioprotection en imitant Nesterenko. Parce qu'entre-temps, Nesterenko a découvert la possibilité, grâce à l'Ukraine, et que d'ailleurs la Russie connaissait déjà l'Union soviétique, mais la partie russe de l'Union soviétique avait déjà fait des recherches sur la capacité de l'élément naturel de pectine d'être un adsorbant efficace pour accélérer l'élimination des radionucléides incorporés dans l'organisme. La molécule de la pectine se combine avec la molécule des métaux lourds, parmi lesquels les éléments radioactifs comme le césium, le strontium, etc., ce qui forme une molécule plus grosse, complexe. La pectine n'est pas assimilable par l'organisme, elle est donc éliminée, et elle élimine, en étant éliminée, le métal lourd et le césium en l'occurrence de l'organisme. C'est-à-dire qu'on accélère de façon très efficace le nettoyage de l'organisme des personnes à qui on peut donner la pectine quotidiennement. Par manque de financement, il a distribué cette distribution par saison, c'est-à-dire les saisons les plus contaminables à cause des champignons, à cause de certaines denrées alimentaires propres à ces saisons, qui sont plus réceptibles pour accumuler le césium. Et il a commencé ce travail de protection de l'organisme des enfants, essentiellement des enfants, parce qu'il était aidé par des ONG occidentales qui ne donnaient pas suffisamment pour tout le besoin qu'il y aurait pour toutes les populations. En 1999, je n'ai pas rencontré Bandajewski, pas encore, mais Nesterenko m'en a énormément parlé, en disant, lui, il exagérait parce que lui-même méritait cette comparaison, en disant que c'était le Sakharov de cette problématique. Parce qu'il l'avait connu, c'était au milieu des années 90, lequel travaillait lui aussi. Il est parti en ignorant totalement ce qu'il allait découvrir. Bandajewski vivait et travaillait à Grodno, qui est dans l'ouest, nord-ouest du Bélarus, une région propre. Bandajewski a compris tout de suite après l'accident que c'était le territoire le plus contaminé, était un territoire qui pouvait correspondre à sa façon d'approcher, d'aborder les phénomènes et les processus biologiques dans l'organisme vivant. Il s'y était intéressé dès son adolescence, en massacrant les pauvres petites bêtes sur lesquelles il faisait des expérimentations pour comprendre l'influence des effets internes et externes sur les fonctionnements de l'organisme. C'était ça, il a choisi une spécialité qui n'est pas une spécialité brillante au point de vue de la carrière, c'est-à-dire anatomopathologiste et pas spécialiste dans la cardiologie ou dans les poumons, etc., par cette passion qu'il avait d'aller à l'essentiel de la vie, des cellules, au niveau cellulaire. Et il a fait un talent de chercheur assez extraordinaire. C'était le médecin le plus jeune de l'Union soviétique à l'époque. Il a tout de suite proposé au ministère de la Santé soviétique de financer des recherches du genre de celles que lui était capable de faire. On a longtemps refusé de l'écouter en disant « les ministères s'en occupent, ne vous en occupez pas ».
À la fin, ils ont quand même donné à Bandajewski, sur papier, la direction d'un institut à Gomel, qui est la ville la plus contaminée dans cette région, la grande ville, et dans la région, parce qu'il y avait carence de médecins dans tout ce territoire. Tous ceux qui pouvaient s'en aller sont partis. Il n'y avait pas suffisamment de médecins. Ils devaient former des médecins, des cadres médicaux pour combler le vide. Et donc on lui a donné la possibilité de créer un institut de médecine à Gomel. Ils ont pensé qu'ils ne pourraient rien faire, parce que d'ailleurs on le finançait seulement pour la formation des médecins. Et en réalité, il s'était trompé, parce qu'il était très obstiné, très travailleur. Et en 10 ans, en 9 ans exactement, de 90 à 99, quand il a été arrêté pour la première fois, il a formé 1000 médecins, 30 candidats comment s'appelle ça, 30 candidats diplômés de médecine qu'il a préparé personnellement. Et parallèlement à ce travail de formation de ces chaires, et il y a eu une vingtaine de chaires spécialisées dans les différentes spécialités médicales, il a développé des recherches scientifiques de celles qu'il proposait à l'époque, avec l'aide des médecins qui étaient restés en partie et de ceux qu'il a formés du territoire, qui lui fournissaient le minimum d'éléments nécessaires pour faire ses recherches. Et avec sa femme Galina, qui est pédiatre et cardiologue, elle aussi de très grand talent en tant que médecin cardiologue, ils ont fait la découverte qui lui a coûté sa carrière, la prison, etc. À savoir, avec la méthode, sa méthode qui était originale par rapport à ce qui est pratiqué en général dans les recherches et les publications scientifiques, à savoir on publie de manière sectorielle et spécialisée. On fait des recherches spécialisées suivant la cardiologie, la pulmonologie, les systèmes immunitaires, etc. Lui, il abordait l'organisme vivant de façon holistique, de façon complexe, de interaction entre tous les phénomènes, tous les processus des différents organes de l'organisme. Galina, quand elle est arrivée dans ces territoires, il est allé d'abord tout seul pour comprendre. Pendant 2 ans, il a travaillé seul à Gomel. Elle l'a rejoint avec leurs 2 filles et elle a commencé à mesurer les enfants dans les jardins d'enfants et dans les sanatoriums et dans les écoles, comme elle le faisait à Grodno. Elle a découvert des maladies cardiologiques chez des enfants, des petits-enfants, qu'on rencontre chez les adultes et les personnes âgées, dans les territoires propres où elle se trouvait. Et elle en était très préoccupée, elle en a parlé à son mari, en lui disant « Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas normal ce qui se passe ici. Il y a des arythmies, des extrasystoles, enfin une série de pathologies cardiaques qui n'étaient pas normales pour l'enfance. » Et alors, ils ont décidé de mesurer, de faire le double travail. Elle faisait le travail d'auscultation dans des écoles et dans des jardins d'enfants, avec des enfants par ailleurs en bonne santé, qui n'avaient pas des problèmes de maladies d'enfance, etc., en bonne santé, mais où elle rencontrait ces problèmes cardiologiques. Et on les mesurait, leur contamination. Et un soir, c'est ce qu'il raconte, c'est ce que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs, c'est dans son interview qu'il nous a raconté,
il s'est mis, Galina est allée dormir, et il avait deux piles de mesures. D'un côté, les fiches d'électrocardiogramme faites par sa femme, Galina, et les mesures de contamination interne avec l'instrument qu'utilise Nesterenko avec Belrad, qu'il avait déjà mis en pratique et au point, la quantité de becquerels de césium incorporée dans l'organisme des mêmes enfants que sa femme auscultait. Il avait ces deux piles et il s'est mis à transcrire sur l'électrocardiogramme les mesures, la quantité de becquerels du même enfant. Et il les a séparés par quantité de becquerels accumulés. Et il a constaté une correspondance, une corrélation linéaire quantitative entre la quantité de becquerels dans l'organisme de l'enfant et la gravité d'altération de l'électrocardiogramme. Ce qui a créé sa fameuse courbe qu'il publie toujours de cette corrélation qu'il a établie entre la contamination et la gravité des pathologies. Ensuite, il a élargi ses recherches aux autres organes et il a constaté que, d'une part, une chose qui était ignorée par la science, et ça je l'ai filmé à la conférence de Kiev qu'on a faite en 2001, où un spécialiste de haut niveau de la CIPR soviétique pensait toujours que le césium se distribuait de façon uniforme dans l'organisme, alors que Bandajevski et Nesterenko avaient découvert que le césium se concentrait de façon sélective dans les différents organes, se distribuant dans les organes. Parce que le césium, chimiquement, est de la même famille que le potassium. Le potassium est nécessaire à l'organisme humain parce qu'il transforme en énergie. Donc tous les organes qui travaillent beaucoup, qui ont besoin d'énergie, absorbent beaucoup de potassium. Ils ne font pas la différence entre le césium et le potassium étant de la même famille chimique, ce qui fait que se concentre dans les organes qui travaillent beaucoup, et le cœur travaille du début jusqu'à la fin de la vie, et d'autres organes qui travaillent beaucoup concentrent bien davantage de césium-137, qui est un poison, et qui donc détruit les organes singulièrement. Chaque organe est endommagé par cette présence nocive, et ils se trahissent entre eux. C'est ça ce que je disais, l'approche holistique de Bandajevski à l'ensemble de l'organisme, pour constater à la fin que c'est l'ensemble de l'organisme qui se décompose pratiquement dans son fonctionnement. La vie, la nature nous a fait de façon à ce qu'il y ait un cercle vertueux de solidarité, de synergie entre les organes pour l'harmonie de la vie. Ce césium qui se loge de cette façon à la place du potassium dans les organes suscite un cercle vicieux, destructeur de cette synergie, ce qui fait qu'un malade des territoires contaminés peut avoir 2, 3, 5, 7 maladies différentes, suivant les organes qui sont les plus contaminés par le césium. Ils ignorent complètement ce niveau de recherche, parce qu'ils se basent exclusivement sur un dogme qui est devenu un dogme passe-partout, le dogme Hiroshima-Nagasaki, c'est-à-dire d'irradiation gamma externe extrêmement violente de niveau de contamination, d'irradiation sur les organismes
des Japonais qui ont survécu à cause de leur distance par rapport à l'épicentre de l'explosion de la bombe, pour ensuite recalculer des corrélations entre ces niveaux très, très violents externes sur l'organisme et le type de cancer. C'est ça que j'avais oublié dans mon discours, à savoir que le cancer, on parle seulement du cancer, alors que les Bandajevski et Nesterenko découvrent, et ce n'est pas seulement eux, c'est tous les cliniciens des territoires contaminés qui se heurtent à cette désintégration de l'organisme humain au niveau de l'enfance, bien plus que des vieux et des adultes, parce que l'enfant est en croissance. Et donc il a besoin que tous ses organes travaillent comme il le faut. Les agences internationales de l'ONU, à savoir l'OMS, l'AIA et l'ANSCARE, au bout de 5 ans de déni, ont accepté de reconnaître le cancer de la thyroïde, seulement parce que le taux de contamination au Bélarus était supérieur au taux mondial. On ne pouvait plus le cacher. Et on ne parle que de ça. Alors que c'est toutes les pathologies, comme on les appelle, somatiques, c'est-à-dire qui se distinguent de l'oncologie, du cancer. Somatiques, ce sont les maladies du soma, du corps, c'est-à-dire des organes. Tous les organes sur lesquels l'anatomopathologiste Bandajevski et le radioprotecteur spécialisé dans la radioprotection physicien Nesterenko travaillent à ce niveau de très faible dose par rapport à Hiroshima. Ce qui permet à la science officielle qui cache les résultats et nie les résultats extrêmement graves, non seulement pour les populations actuelles, mais à travers la génétique sur les générations futures. Il cache Tchernobyl et Fukushima par Hiroshima, Nagasaki, c'est-à-dire il superpose un phénomène qui a de nucléaire seulement par le fait qu'il y a une bombe